Merci et merci Dominique d'être là. Donc, en fait, ce dont on va parler, c'est le travail de Dominique. Moi, je vais juste présenter Dominique et un peu le contexte de ce spectacle que vous voyez, dont vous voyez le titre. Euh, alors, juste dire que cette première partie de séance est un peu atypique. Elle sort du modèle habituel qu'on a, là, de la présentation scientifique. C'est plutôt un échange là sur un spectacle qui est en préparation et qui sera joué donc en février et mars prochain à Montréal, qui aura pour titre Une vie intelligente, dont Dominique signe le texte et également la commetteuse en scène avec Patrice Charbonneau-Brunel qui donc fait la mise en scène avec elle. Alors, cette pièce sera jouée, porte spécifiquement sur l'IA. Et alors, je voudrais présenter rapidement, peut-être Dominique, on pourra en parler un peu plus après, mais Dominique Leclerc est donc comédienne, metteuse en scène à Montréal. Elle est co-directrice et fondatrice de la compagnie Post-Humain, c'est elle qui signe le texte, comme je le dis, et qui dirige la mise en scène avec Patrice. Elle est alors, la compagnie Posthume est une compagnie de création un peu particulière, originale, qui s'intéresse à l'impact du développement des technologies NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives NBIC, donc l'impact du développement des technologies NBIC sur le vivant. Et les pièces de théâtre du groupe, de la compagnie, ses performances, ses installations sont des lieux de rencontre, de dialogue donc entre les créateurs, les agents de ces nouvelles technologies et leurs utilisateurs, utilisatrices éventuels et évidemment le public en général. Euh, Dominique elle est co-autrice, metteur en scène, donc, d'une pièce qui s'appelle IO, qui a été jouée récemment à Montréal, qui est la dernière production de la compagnie avant Une vie intelligente. Et en 2017, elle a créé une autre pièce qui a tourné jusqu'en 2019, qui s'appelait Posthumain, et qui a donné son nom à la compagnie. Elle est aussi scénariste et réalisatrice d'un, d'un film, d'un long métrage qui porte le titre Posthumain à l'Office national du film et qui va sortir bientôt. Alors, merci Dominique et bienvenue donc d'être à notre séminaire. Euh, je vais prendre juste écourter ma présentation du contexte dans lequel l'idée même de ce spectacle, Une vie intelligente, a émergé. Et je me permettrai donc un petit recul en arrière, si tu veux changer de diapositive, Rémi. Donc là, ça, c'est le crédit de la compagnie. Donc, c'est au théâtre Jean Duceppe, qui est un des grands théâtres de Montréal. Voilà. Euh, la prochaine diapo, si tu veux, merci. Donc, je recule un peu en arrière. En 2017, le monde de l'IA est en ébullition et Montréal en effervescence parce que Montréal, à l'époque, est considéré comme l'un des grands centres, ça l'est toujours d'ailleurs, un des grands centres mondiaux de développement de l'IA. Et ce développement de l'IA suscite, sur cette diapo, Rémi, suscite à la fois beaucoup d'emballement, ok, beaucoup d'emballement, mais également beaucoup d'angoisse. Et cette situation donc est préoccupante et il y a un groupe de réflexion qui s'est constitué presque spontanément, euh, qui, un groupe hybride là, qui comporte des gens de l'IA, des membres de la société civile, des gens ordinaires aussi, à réfléchir à une façon de baliser, d'encadrer les travaux sur l'IA et sur l'utilisation de l'IA. Et cette réflexion, donc un peu spontanée, a abouti en 2018. Alors, je ne sais pas si tu peux poursuivre poursuit avec l'adoption d'un document qui s'appelle la Déclaration de Montréal,
qui compte une dizaine qui a été adopté donc en 2018 et qui a pour objectif donc de promouvoir une IA responsable, un usage responsable de l'intelligence artificielle. La déclaration repose sur 10 principes de base, donc qui vont de la préservation de la vie privée aux questions environnementales, aux questions relatives à la démocratie, à l'inclusion, etc., etc. Donc, des principes fondamentaux qui devraient guider l'IA. Alors, la déclaration a connu, donc on est en 2018, un assez grand retentissement dans le monde de l'IA, dans les sphères politiques aussi, au national et à l'international. Elle a eu des influences, par exemple, elle a influencé les travaux de l'UNESCO sur la question de l'IA, etc. Mais elle a eu peu d'écho sur le grand public. Et le groupe, alors le groupe qui est à la base de la Déclaration de Montréal, qui compte aujourd'hui à peu près 275 personnes, ce groupe-là a réfléchi aux moyens de sensibiliser le public en général au danger de l'IA et à la nécessité de baliser donc l'utilisation de l'IA. Et c'est un peu paradoxal, mais le, le choix qu'a fait ce groupe pour euh, donc assurer le rayonnement de l'IA auprès du grand public, ça n'a pas été par les podcasts, ça n'a pas été par le numérique, non, ça a été par le théâtre. Donc il y a un choix qui a été fait de sensibiliser par le théâtre, d'où cette intervention auprès du théâtre Jean Duceppe pour qu'une pièce soit présentée sur ce sujet. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré Dominique et son équipe pour créer donc une pièce qui pose des questions sur l'IA, qui amène les gens donc à réfléchir sur l'IA. Alors, voilà, ouais, je réduis ma présentation, mais essentiellement, nous en sommes là. Donc, euh, le travail, l'équipe de Posthumain avec Dominique a pris en charge donc à la fois la déclaration de Montréal, mais également ses propres travaux et ses propres réflexions, alimentées par ses propres réflexions sur l'IA et à créer un spectacle. Donc, c'est un peu de ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui. C'est le défi, en fait, de créer un spectacle sur l'IA. Il faut dire que le spectacle, donc, si je me souviens bien, c'est en 2021, 2021 que le projet est né. Je crois, Dominique, tu me corrigeras. Les premiers contacts, c'est 2021. Et à l'époque, on ne parlait pas encore de ChatGPT. Donc, ChatGPT est arrivé pendant la création. Mais voilà, donc ce dont on parlerait maintenant, c'est les défis de la création donc d'une création qui explore l'IA et les questions ethniques qu'elle soulève, parmi lesquelles, évidemment, il y a celles qui sont propres à notre séminaire, c'est-à-dire la question des stratégies du faux et de l'IA. Donc, Dominique, peut-être, je ne sais pas si ma présentation, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on entre dans le débat? C'est très bien. Je pense qu'on peut poursuivre. Alors, d'accord. Alors la première question, alors c'est un peu un dialogue qu'on a essayé de faire. La première question que je poserai, c'est, oui, pour un peu mettre les gens au courant, c'est quel a été pour vous créer un spectacle sur l'IA? Euh, euh, il y a eu un choix d'abord qui a été fait. Je pense que vous n'utilisez pas l'IA dans le spectacle sur l'IA. En effet. Je vais faire une toute petite parenthèse pour remettre le contexte de la rencontre aussi en perspective. En fait, je pense que c'est en 22 qu'on a commencé à dialoguer ensemble. Oui. Moi, de façon toute personnelle, j'avais participé aux ateliers de construction de la déclaration parce que ça m'intéressait, c'était connexe aux préoccupations de la compagnie. J'étais au lancement, donc j'étais déjà quand même assez au courant de la démarche de la déclaration. Euh, le mandat de la compagnie, normalement, ce qu'on fait avec les deux premières pièces, on s'est beaucoup intéressé au transhumanisme en particulier. Je trouvais important de ne pas traiter ce mouvement-là simplement comme des excentriques avec des idées complètement folles, de leur donner une espèce de
en fait, de donner du sérieux à ces questions-là qui, pour moi, étaient peut-être traitées trop rapidement dans l'espace public. Donc, le mandat de la compagnie, c'est vraiment de mettre en lumière des questions qui, selon nous, sont trop peu discutées dans l'espace public. Et donc, quand on a amorcé la discussion avec l'UDM, ben, c'était un parfait match entre leur envie de faire rayonner la déclaration, ces questions éthiques-là, et ce que nous, on fait normalement. Mais c'est ça, comme Jean-Marc l'a mentionné, c'était avant ChatGPT. Donc, ça a un peu changé la lunette. Maintenant que tout le monde parle d'IA, quel est notre rôle maintenant? Aussi, de notre point de vue, l'éthique se mesure plus facilement dans la rencontre. Le théâtre a ce luxe-là de créer un endroit où, maintenant, quand on lit un article, on nous dit si vous lisez cet article au complet, vous en avez pour 4 minutes. Donc, on a une espèce de privilège d'avoir l'attention des gens pendant 1 à 2 heures. Donc, je trouve que recevoir cette matière-là en collectif, en communauté, c'est beaucoup plus fort. On n'analyse pas les choses de la même façon. Donc, c'est aussi, je pense, une des forces du théâtre. Non, on n'utilise pas d'IA dans le spectacle, quoique ça a été très tentant. Pour les 2 dernières productions également, en fait, notre premier spectacle, on avait beaucoup utilisé de nouvelles technologies, puis je me suis rendu compte, évidemment, que ça devenait très rapidement désuet. On travaillait avec des capteurs une Kinect qui captait le corps. Puis bon, au début, on trouvait ça super. Puis très rapidement, avec le temps, parce que le spectacle a poursuivi sa vie dans le temps, c'est devenu un peu désuet. Puis tout particulièrement dans ce spectacle-là, je trouve ça important on redonne un peu ces notes de noblesse à l'art, à la fabrication. C'est très artisanal. Donc, c'est un peu une réponse à l'IA. Qu'est-ce que le théâtre peut apporter à la discussion? Puis comment aussi des artistes peuvent s'approprier le sujet et essayer de rendre ça très concret. Donc, par les outils du théâtre, une des questions qu'on se pose, c'est comment rendre l'intangible hyper tangible avec les moyens scéniques. Euh, Alors, concrètement, peut-être parler un peu de la démarche, comment vous avez procédé, parce que bon, c'est une pièce de théâtre, donc il y a un récit, avec une évolution dans le récit, sur un sujet comme ça. D'abord, le mode de création, c'est pas de l'écriture de plateau, mais vous travaillez beaucoup ensemble. Peut-être oui, parler du mode de création même, entre vous, et puis ben, ensuite, oui, de comment s'est construit le récit, quoi. parfait. Même si c'est encore Euh, en... ben, pour les 2 premières productions, c'était comment dire, on fait du théâtre documentaire, mais il y avait une part auto-fictionnelle, c'est-à-dire que je partais beaucoup d'histoires personnelles pour créer un ancrage très concret, pour que le transhumanisme résonne dans une histoire très, très près de moi. À chaque spectacle, on essaie de varier la forme parce qu'on ne veut pas nécessairement reconduire toujours le même modèle. Comme artiste, c'est important pour nous de chercher. Puis évidemment, cette fois-ci, d'emprunter une trame plus auto-fictionnelle, ça me semblait un peu inadéquat dans le sens où cette situation, ces questions-là ne m'affectent pas moi plus que quiconque. Donc, je me suis vraiment plongée dans toutes sortes de rencontres, que ce soit chez Mila, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. J'ai écouté des profs aussi, beaucoup de professeurs qui semblaient se retrouver avec ces questions-là, mais peu de réponses de la part du ministère de l'Éducation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse entrer l'IA dans la classe ou on ferme tout, on retourne au papier? Donc, j'ai vraiment, je me suis immergée dans plein de situations. J'avais pas nécessairement envie de partir que de vraies histoires. Donc, j'ai créé un peu un hybride. C'est-à-dire que je m'inspire de ce que j'ai entendu, mais c'est pas complètement fidèle, c'est pas du documentaire à proprement dit. Donc, parfois, on entend des verbatim, il y a de l'audio de personnes qu'on aurait voulu qu'ils soient en scène, mais qui sont, pour des raisons tout à fait techniques, on ne peut pas inviter 40 personnes en scène. Donc, j'ai des extraits de témoignages audio pour varier. Mais l'idée, c'est vraiment de donner la parole, surtout à des non-experts, aux citoyens, aux citoyennes, euh, aux gens qui se prononcent moins sur ces questions-là, puis qui, à mon sens, ont plein de choses à dire.
souvent, quand je réalise avec les années, donc ça fait depuis 2013 que je suis immergée dans ce monde-là de nouvelles technologies. Puis quand on est trop dans un sujet, je trouve qu'il y a beaucoup d'oxygène à retourner vers quelqu'un qui entend parler de ça pour la première fois et de capter les réactions spontanées. Parce que moi, c'est des choses que je ne vois plus ou avec lesquelles je suis moins en contact. Donc, je trouve que la population a beaucoup de choses à dire et qu'on ne les a pas beaucoup écoutées. Donc, c'est vraiment l'envie de donner une voix, un micro, un mégaphone aux citoyens puis aux citoyennes. On a la parole d'un expert dans la pièce parce qu'on a quand même la chance de. On a pu être en contact avec M. Yoshua Bengio, qui est un des pères de l'apprentissage profond. Et ça aussi, dans le parcours, ça a été particulier parce qu'au départ, quand on a rencontré M. Bengio, il était quand même plutôt calme et posé. Et avec le temps, surtout à partir de 2023, disons, il a signé une lettre pour la fameuse lettre que plein d'experts ont signée pour demander un moratoire. Dans les médias, il s'est mis à créer beaucoup d'alertes, d'alarmes. Et donc, ça aussi, ça a été déstabilisant pour moi, pour l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand un des pères de l'apprentissage profond lui-même panique? Quel est mon rôle? Comment j'intègre tout ça? Et aussi, une des difficultés du projet, c'est de se projeter dans. Ben, quand on a commencé à se parler en 2022, on se dit, OK, dans 3 ans, de quoi ça aura l'air? Donc, on avance. On a fait plusieurs laboratoires, c'est-à-dire, je reviens un peu au mode d'écriture. Je travaille à la maison sur Word, mais c'est vraiment pas, c'est définitivement pas ce qui m'aide à être prolifique. J'ai besoin d'être en salle avec l'équipe, de tester les choses. Donc, il y a une part d'écriture scénique. Il y a beaucoup d'échanges aussi avec l'équipe parce que ce sont également des non-experts qui ont plein de choses à dire. D'ailleurs, j'y reviendrai. Il y a 2 personnes dans l'équipe qui sont euh, à quelque part des experts qui sont des non-acteurs aussi. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, c'est un défi d'essayer de se projeter dans qu'est-ce que ce sera dans 3 ans. Et ça l'est encore, je vous dirais. Le spectacle est dans 4 mois. J'ai encore du mal à attraper qu'est-ce qui va être encore pertinent. Je pressentais que les élections américaines auraient peut-être un impact majeur sur ma façon de percevoir les choses. Dans tous les spectacles, j'essaie vraiment très fort de ne pas sombrer dans la dystopie, mais je dois avouer que je trouve ça de plus en plus difficile. Surtout, bon, cette semaine, on a vu à quel point la plateforme X et Elon Musk étaient complices de la victoire écrasante de Trump. On voit à quel point les big tech américaines, je pense, vont gagner du terrain, puis vont peut-être amenuiser plusieurs des efforts qui ont été faits pour légiférer l'IA. Ça va brasser beaucoup à ce niveau-là dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, c'est difficile de créer un spectacle sur ça, de capter le présent dans un processus qui demande du temps, qui demande de digérer les choses. Donc, je pense que ça va être un acte citoyen peut-être imparfait, mais on a la chance de pouvoir s'inscrire dans le présent, en tout cas, le plus possible. Il y a Alors, aussi le défi, oui, alors, je voulais juste revenir sur la question peut-être du récit, de la trame. oui, Donc, c'est des choix. Euh, Là, c'est encore en cours. Là, c'est pas le oui. texte est pas fini. Là. Mais peux-tu nous parler un peu justement, tu viens un peu d'aborder la question des choix. Sur quoi? Alors, il y a eu la déclaration de Montréal, mais vous en êtes pas tenu qu'à ça. Donc, comment, comment avez-vous priorisé euh, euh, des Ben, thèmes? c'est un des deuils que je dois faire en ce moment, c'est-à-dire que je sais que les gens vont venir voir ce spectacle-là en se disant probablement ah elle n'a pas couvert, il y a ça aussi. Parce que d'une certaine manière tout le monde est touché par ça. Donc effectivement, il faut prioriser des choses. On est beaucoup dans le rapport à la connaissance et à l'apprentissage, ce qui je pense touche à peu près tout le monde. Pour donner un exemple très concret, bon, moi, je suis comédienne, je fais partie d'un syndicat. Je sais qu'il y a énormément de grogne autour de ça. Est-ce qu'on donne notre voix à l'IA, puis après, on perd tous les contrats? Donc, forcément,
c'est un projet qui s'inscrit dans le milieu théâtral. Il va y avoir énormément d'artistes qui ont ces questionnements-là, mais je n'avais pas envie d'orienter la discussion seulement sur la crise des artistes, par exemple. Donc, j'essaie de garder les questions, ce qui nous touche profondément le plus large possible. Euh, donc, c'est ça. On est beaucoup en ce moment, je suis dans un travail de majeur-mineur, c'est-à-dire à quoi on donne de l'importance. Ça doit être un chapitre, ça, c'est une phrase, ça, c'est simplement nommé. Donc, la question des priorités se fait tout au long du travail parce qu'on raffine jusqu'à la toute fin. Mais essentiellement, ça tourne beaucoup autour du rapport à l'apprentissage, à la connaissance, euh, le besoin d'être en contact aussi, le fait qu'on est extrêmement surveillé, le libre arbitre. Donc, c'est tous des points qui se retrouvent dans la déclaration. Il y a aussi un segment qui est plus axé sur l'environnement, parce qu'il y a une énorme méconnaissance de l'impact de notre utilisation du numérique, en fait. Même dans mon propre milieu, si je fais une demande de subvention, puis souvent on va me demander ben, comment vous allez sauver le monde. Et puis là, on me pose des questions sur les outils de communication. Je pense que la réponse que les gens veulent entendre, c'est nous utiliserons moins de papier, mais c'est n'importe quoi. Donc, l'appel qu'on fait en ce moment consomme de l'énergie, de l'eau. Ça, la majorité des gens ne le savent pas. Donc, il y a vraiment tout un chapitre sur l'impact environnemental. À mon sens, c'est celui sur lequel on a comme individu peut-être le plus de prise. Mais donc, on essaie de, j'ai également invité quelqu'un qui fait de la prospective sur scène avec nous, qui fait partie des non-acteurs. C'est une personne qui va, pendant la représentation, travailler un scénario avec des volontaires qui est plus optimiste que ce que moi, je suis capable d'imaginer. Donc, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un dont la pratique est de ne pas sombrer dans la dystopie pour essayer de varier aussi comment on se projette. Donc, mon travail d'autrice, moi, c'est vraiment de donner des outils au public qui ressemblent à ceux de la littératie numérique ou des questions de base qu'on ne se pose pas pour qu'ensuite, mon objectif, c'est que les gens ressortent de la salle avec une impression de prise, ou en fait, quelques idées de ce qu'ils peuvent faire, peut-être, pour changer les choses. Et je pense que l'aspect environnemental, c'est celui sur lequel on a le plus de contrôle pour l'instant. Mhm. Tout, je peux ne pas changer mon téléphone chaque fois que ma compagnie téléphonique m'en offre un nouveau parce que la caméra est super. Donc, ça, on a un petit peu plus de prise. Donc, l'idée, c'est de donner un sentiment d'agentivité au public pour qu'on ressorte de là, idéalement, avec... Ben, déjà, le changement va venir du fait de prendre conscience. Puis, c'est également un des extrêmes défis avec lesquels je compose, d'où mon public part. Qu'est-ce que les gens savent? Parce que la connaissance, le niveau de littératie numérique au Québec n'est pas très, très élevé. Ça serait intéressant de voir si je faisais le même spectacle. Par exemple, mon premier spectacle a été joué à Berlin. La réception était complètement différente. Il y avait des questions auxquelles les gens avaient déjà réfléchi peut-être. Le rapport à la surveillance est beaucoup plus présent là-bas qu'ici, où il y a une espèce d'insouciance par rapport à tout ça. Donc, qu'est-ce que ce serait que de faire ce spectacle-là en France, par exemple? Mais donc, ici, déjà, le théâtre du CEP, la population est quand même assez âgée. Ça aussi, c'est un défi. Oui, c'est ça, oui. Donc, je ne veux pas perdre personne. Je veux que tout le monde puisse me suivre. Mais en même temps, comme créatrice, c'est un peu frustrant parce que c'est mon troisième projet. Donc, j'ai toujours un peu l'impression de repartir de zéro parce que je ne peux pas prendre pour acquis que les gens ont capté ce qu'on a fait avant. Je dois recommencer puis m'assurer que je perds personne en chemin. Donc, ça, c'est un défi d'où partent les gens. Et je ne veux pas faire un spectacle didactique. C'est pas de l'éducation, c'est pas une conférence non plus. C'est pour ça que je travaille à des textes qui viennent toucher des questions qui, je pense, sont assez universelles. On a des petits moments où on est obligé forcément de démystifier certaines choses, mais j'essaie de ne pas en faire le cœur du projet. Peut-être venir sur la question que tu viens d'aborder de l'accueil en fait, du théâtre lui-même. Euh,
Je voudrais juste dire que dans la démarche là, qui a mené à ce projet-là, euh, l'intention était vraiment on aurait pu passer par un théâtre expérimental, un petit théâtre, un théâtre de recherche, théâtre expérimental de Montréal, mais l'objectif c'était vraiment un théâtre grand public, comme le théâtre Jean Duceppe, dont la- disons, les habitués changent un peu, mais c'est vrai que ce sont des gens qui ont à peu près l'âge du théâtre. C'est-à-dire que le théâtre, c'est des gens qui sont plutôt passé la cinquantaine, la moyenne du public de Jean Duceppe. Est-ce que c'est quelque chose qui, ben, plus globalement, créé dans ce contexte-là, donc une co-création avec un théâtre, je ne veux pas utiliser le mot bourgeois, mais quand même un théâtre grand public. Euh, il y a des avantages, il y a des contraintes. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, ben, comme je le nommais un petit peu plus tôt, nous, on aime s'amuser avec la forme. Puis on n'est pas dans des formes classiques. C'est pas un texte avec une fiction, un décor, une porte, puis la famille qui se chicane. Tu sais, on n'est vraiment pas là-dedans. On varie les façons de s'adresser au public. Les spectateurs sont toujours pas mal inclus dans la représentation. Il y a pas de quatrième mur. Euh, la direction du CEP a changé il y a quelques années. Maintenant, c'est deux jeunes co-directeurs artistiques. La directrice générale aussi est jeune. Tu sais, c'est des gens qui ont. C'est des artistes qui ont une vision. Ils essaient d'instaurer le changement dans l'institution, mais ce n'est pas nécessairement toujours facile. Donc, il y a des choses sur lesquelles on a eu une réunion, par exemple, hier, puis un des directeurs nous faisait un retour sur un enchaînement qu'on avait fait. Puis moi, mon tableau préféré, celui que je trouve le plus. On touche à quelque chose et on va loin, et ben, si les gens partent, ça veut dire quelque chose. Là, ça faisait moins leur affaire. Oui. Donc, ce que moi, je préfère, c'est pas nécessairement ce qu'eux ont en tête. Donc, ça m'oblige à amenuiser certains choix drastiques qu'on pourrait faire parce qu'il y a une crainte. Euh, Tu disais, c'est un théâtre bourgeois, effectivement, les billets sont fort inaccessibles pour une grande majorité de la population. Ça aussi, je trouve ça. Ils font des efforts en ce sens. Par exemple, je pense que c'est en bas de 30 ans. On paie Son âge. le billet nous coûte notre âge. Donc, j'ai 18 ans, je paie 18 $. C'est bien, mais, mais c'est pas vrai que passé 30 ans, tout le monde est capable de payer 80 $. Donc, ça fait partie des questions inhérentes au projet parce qu'on veut rendre la réflexion accessible à tous et toutes. Et donc, il y a un petit empêchement là, avec le coût du billet. Ils sont dans l'ouverture, ils sont ouverts à ce que la forme soit renouvelée, mais il y a toujours quand même une crainte parce que c'est des publics. Mais en fait, c'est une question qui est super intéressante parce que le théâtre a du mal à survivre en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'accroche aux personnes peut-être qui ont l'habitude de fréquenter les théâtres ou est-ce qu'on essaie de réinventer ou d'aller vers des formes qui peuvent parler aux plus jeunes aussi? Donc, je pense qu'il y a une tension dans les institutions à ce niveau-là. Puis forcément, si on parle d'institutions, collaborer avec l'Université de Montréal, c'est une extrême chance pour nous, mais c'est quand même aussi une Désolé, pression. je fais mon dictateur, il vous reste 5 Oui, minutes. Combien il nous parfait. reste? 5 minutes, Oui, oui, c'est bon. Merci. pardon. Peut-être aborder la question du travail, parce que c'est un sujet. Alors, bon, évidemment, le théâtre expérimental existe depuis longtemps, le théâtre de recherche aussi, mais c'est quand même un sujet bon, tu as été dans le e-show, là, mais c'est un sujet qui est relativement neuf au théâtre. Et euh, la façon de travailler avec les comédiens, parce que il me semble que il y a 6 ou 7 interprètes donc c'est une assez grosse distribution. Euh, Vous utilisez des non-acteurs, donc peut-être juste préciser, parce que tous les Oui, gens qui sont là ne sont pas des gens de théâtre, juste préciser qui sont ces non-acteurs et pourquoi. Et puis oui. quelle est euh, comment dans cette production un peu atypique, le rapport avec les comédiens, comment ils vivent ça, les comédiens et comédiennes.
En fait, mais c'est un spectacle qui se construit. On construit l'avion en vol un peu. Donc, ils sont très au courant. Il y a des acteurs qui sont plus habitués à des processus de création comme celui-là. Moi, je leur ai dit que je ne vais pas changer des choses jusqu'à la première, mais quand même, avant qu'on en arrive au moment officiel d'apprendre les textes, on a encore des explorations à faire. Il y a tout un accompagnement qui doit être fait avec nos 2 non-acteurs. Donc, les acteurs professionnels sont ceux qui interprètent les textes ou qui donnent leur voix, qui sont des passeurs de paroles, des verbatims que j'ai captés ou des textes que j'ai inventés. Sur scène avec nous, on a un doctorant de l'UDM qui travaille sur l'éthique des machines, qui s'appelle Thomas Emmaüs Adetou et qui est d'origine togolaise. Donc, Thomas est à Montréal depuis 2 ans, je pense. Et l'UDM nous encourage En fait, on pouvait faire des demandes de recherche auprès d'étudiants sur des questions précises. Donc, j'avais demandé un rapport sur l'impact environnemental de l'IA, mais plus vaste, sur l'impact du numérique, de nos appareils, de notre consommation et tout ça. Et donc, c'est Thomas qui avait été choisi pour compléter ce rapport. Puis en le rencontrant, je me suis dit, waouh, c'est quand même intéressant son histoire, son parcours, parce que Thomas étudie présentement auprès de grands chercheurs, chercheuses montréalais, et il vit quand même une espèce de décalage entre à la maison, là d'où il vient, les outils numériques sont pas très accessibles. Ses parents ont du mal à avoir une connexion qui se tient. Ils n'ont pas l'eau courante, pas d'électricité. Donc, qu'est-ce que ça fait, ce décalage? Donc, dans le spectacle, Thomas, à un moment, a la mission un peu de nous rendre tangible l'intangible, puis de parler de l'impact environnemental. Mais qu'est-ce que c'est pour une personne qui vient d'un pays qui tente de rattraper la vitesse ou est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne me prononcerai pas là-dessus, mais en fait, qu'est-ce que ça fait de parler de sobriété numérique? Est-ce que tous les pays doivent adopter une forme de sobriété numérique? On est dans une espèce d'opulence et d'exagération ici. Puis l'espèce de distance que ça crée pour Thomas d'étudier ça ici par rapport à ce qui se passe dans sa communauté. Puis bon, donc on travaille sur un texte où il pourrait nous partager une partie de son histoire. Ça demande quand même un bon accompagnement parce que ça soulève plein de questions. Il y a des choses qu'il est prêt à dire, il y a des choses qu'il n'a pas envie de dire. Donc, on travaille avec une dramaturge sur le projet qui l'accompagne beaucoup là-dedans. Moi, j'étais partie de verbatim puis de conversations que j'avais avec lui, puis j'avais écrit un texte pour réaliser que, OK, finalement, ce qu'il m'a raconté, il n'est peut-être pas à l'aise de. C'est un grand plateau, hein, du CEP, on ne l'a pas nommé, mais c'est 800 places. Donc, de demander à quelqu'un qui n'est pas habitué d'être au théâtre de venir livrer son histoire qui est la sienne dans une salle de 800 personnes, dans un projet qui est lié à l'université dans laquelle il étudie, c'est tout un défi. Donc, ça demande du soin, ça demande de l'attention. Je le trouve extrêmement courageux. On est chanceux qu'il soit là avec nous. Parce que dans toutes ces questions qu'on se pose sur l'éthique de l'IA, on oublie plein de pays. Il y a plein d'angles morts, il y a plein de réalités. L'accessibilité n'est pas la même pour tout le monde. Donc, je pense que c'est important de le nommer dans le projet. Puis l'autre personne qui est une non-actrice, que je nommais tout à l'heure, elle s'appelle Catherine Mathis, une journaliste chroniqueuse techno à la Radio nationale ici, qui fait de la prospective, donc qui est une optimiste, qui est carrément mon alter ego, parce qu'elle, c'est ça son travail, c'est d'essayer, elle va par exemple dans sa pratique rencontrer le bureau du cinéma, qui panique puis qui a du mal à se projeter, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la prospective, c'est souvent dans un horizon de 10 ans. Donc, elle crée des ateliers pour différentes entreprises pour essayer de générer des scénarios qui ne sont pas ceux que le cerveau humain qui va vers la peur très rapidement a tendance à faire. Donc, c'est un bel atout dans l'équipe parce qu'elle donne du volume puis de la nuance à ce que moi,
moi seule, je ferais. Je suis comme une IA, hein, je suis biaisée, j'ai été programmée d'une certaine manière. Donc, ça prend des gens qui viennent contrecarrer un peu ce qui m'habite. Mhm. Voilà.